Bonjour à tous, capsule juridique numéro 169 du 18 juillet 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et puis très longuement des Pays-Bas. En France tout d'abord, le 18 juillet, donc aujourd'hui, Madame Danielle Simonet, députée et rapporteure de la commission d'enquête sur les Uber Files, donnait une conférence de presse ce midi à l'occasion du dépôt du rapport. Alors ce rapport fait 659 pages, j'en mets un lien sous cette capsule, de même qu'un lien vers la conférence de presse qui a été publiée sur YouTube. Je rappelle donc qu'il s'agit d'un deal totalement illégal à différents égards entre la société Uber et le ministère de l'économie, à une époque où le ministre était, vous le savez, Emmanuel Macron, le monde est petit. La vidéo vous résumera parfaitement l'ensemble des irrégularités et illégalités au regard du Code du travail, des obligations URSSAF, des obligations fiscales, des règles de la concurrence et des règles relatives aux activités réglementées. Madame Simonet, la députée rapporteure, insiste ensuite sur le fait que rien n'a bien sûr été fait pour sanctionner ces irrégularités et au contraire que la seule préoccupation était en fait de protéger les plateformes contre le risque, et elle met elle-même le risque entre guillemets, de requalification des contrats en contrats de travail. Donc on parle évidemment des contrats pour les chauffeurs Uber. Je vous suggère d'écouter au moins la conférence de presse. La députée est très claire dans la construction de son exposé. Écoutez aussi la partie questions-réponses. Alors on n'entend pas les questions, mais avec les réponses on les devine, et les réponses sont très intéressantes, car vous y apprendrez notamment que la commission d'enquête a été torpillée par son propre président, et vous apprendrez tout ce qui a été fait pour tenter d'éviter que les travaux de la commission d'enquête puissent se tenir dans des conditions normales. Il va de soi que si nos amis de YouTube venaient à supprimer cette vidéo par accident, j'en ai une copie que je republierai alors sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à me le signaler si ça arrive. Alors aux Pays-Bas à présent, une association nommée Recht op Recht, ce qui peut se traduire approximativement par droit au but, a annoncé une procédure lancée le 10 juillet. L'assignation a été mise en ligne sur le site de cette association, je vous mets le lien ci-dessous. Et je vais m'y attarder parce que c'est très intéressant. Alors l'assignation vise différentes personnalités dont les noms et prénoms sont mentionnés. Toutes ne sont pas connues internationalement parce qu'il y en a beaucoup qui sont néerlandaises et qui ont trait essentiellement à la vie politique ou à la vie médiatique ou industrielle aux Pays-Bas, mais d'autres sont nettement plus connues, notamment William Henry Gates III, notre ami Bill, Albert Bourla, ou bien l'État des Pays-Bas en tant que personne de droit public, ou encore Mark Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais qui vient d'annoncer sa démission prochaine. Après un bref lexique sur la façon dont les auteurs de la plainte vont désigner certaines notions, des griefs précis sont avancés contre chacun des défendeurs. Alors vous pouvez faire une traduction en ligne du texte, c'est suffisamment précis même avec Google Trad pour être lisible et compréhensible. Alors c'est pas parfait, mais franchement on comprend tout, il n'y a pas de problème. Ou bien passer sur deepl.com, ce qui vous impose alors de faire un copier-coller, mais la plainte est très longue. Convertie en PDF, ça fait plus de 80 pages. Alors j'en prends quelques extraits ou morceaux choisis. Tout d'abord sur le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. La plainte commence par relever qu'il est un poulain du World Economic Forum, mais aussi de la multinationale Unilever, son ancien employeur, et la plainte le démontre avec différents documents. On lit notamment, je cite, « Cela ressort entre autres de diverses lettres de Schwab à Rutte. Comme exemple important d'une telle lettre, l'un des demandeurs soumet une lettre de Schwab à Rutte datée du 21 octobre 2020. Cette lettre montre que des idées et des plans sont forgés à partir du World Economic Forum pour réformer le monde post-Covid-19. On parle évidemment du Great Reset. Schwab charge Rutte, dans cette lettre, de veiller à ce que les Pays-Bas mènent ces réformes en Europe. Ces réformes ont déjà été qualifiées de projet Covid-19. Les injections de Covid-19 sont cruciales. Rutte, donc Mark Rutte, a accepté cette mission et la réalise pour le compte du World Economic Forum, ce qui explique pourquoi Rutte conseille les injections de Covid-19 à la population néerlandaise. Fin de citation. Suivent ensuite différents éléments de fait démontrant toutes ces affirmations, et toutes les pièces utilisées d'ailleurs pendant toute la plainte sont téléchargeables à partir de liens dans les paragraphes de la plainte. Donc pour l'essentiel, ce sont des PDF, mais il y a aussi quelques vidéos, etc. Vous verrez quelques images, vous verrez ça. Un peu plus loin, toujours pour Mark Rutte. Je cite. Rutte savait que le récit de la soi-disant pandémie de Covid-19 n'était pas vrai, et que les injections de Covid-19, en particulier certains lots, causent de graves dommages physiques. En réalité, les espoirs portés par Mark Rutte n'étaient rien d'autre qu'un moyen d'induire en erreur les Néerlandais afin de faire aboutir le projet Covid-19. La tromperie de Rutte était d'une nature sans précédent, d'autant plus qu'au moment des déclarations citées, il savait déjà que dans le procès Pfizer,
cité plus haut à propos d'un autre demandeur, plus de 1200 personnes étaient déjà mortes, signalées, et selon les rapports, plus de 11 000 personnes avaient subi de graves blessures physiques permanentes après avoir reçu les injections de Covid-19. Je cite toujours, le 10 octobre 2022, un interrogatoire a eu lieu au Parlement européen, au cours de laquelle Mme Janine Small, directrice de Pfizer, a formellement reconnu devant la commission d'audition que Pfizer n'avait jamais testé le vaccin Covid-19 en ce qui concerne la transmission. Mark Rutte est familier avec cela. En conséquence, Mark Rutte savait également que la doctrine « vous le faites pour quelqu'un d'autre », donc vous vous vaccinez pour quelqu'un d'autre, est un mensonge et ne vise qu'à persuader les gens à se faire injecter le vaccin Covid-19 au moyen d'une tromperie psychologique. Alors, à propos toujours de Mark Rutte, et là c'est moi qui l'ajoute maintenant, je vous suggère aussi d'aller voir mon canal Outils pour comprendre. Vous y trouverez une vidéo, donc c'est un canal Telegram, Outils pour comprendre, vous y trouverez une vidéo que j'ai postée la semaine dernière, où on voit un témoin qui est une juriste qui a identifié le même Mark Rutte dans des activités encore bien plus criminelles, qui serait plutôt, elle, du registre du film qui fait si peur à nos dirigeants pour l'instant. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là pour l'instant, mais je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que ça parle de soi-même, quoi. Alors passons à Albert Bourla dans la plainte. Petite présentation du personnage, toujours tel que présenté dans la plainte que je cite à nouveau. Le sous-défendeur 11, ci-après dénommé Bourla, a suivi une formation de chirurgien vétérinaire et depuis 1993, il est directeur chez Pfizer, un fabricant de produits pharmaceutiques basé aux USA. Au cours de sa longue carrière chez Pfizer, Bourla s'est familiarisé avec les facettes des affaires dans toutes les divisions de Pfizer. En 2018, Bourla est devenu le deuxième homme chez Pfizer. À compter du 1er janvier 2019, Bourla a été promu directeur général de Pfizer et a pris toutes les décisions importantes à compter de cette date. Bourla, je cite toujours, est un contributeur du World Economic Forum et Pfizer est un membre également du World Economic Forum. Bourla est un champion de la philosophie du WEF, donc du World Economic Forum, et du Covid-19, le Great Reset. Fin de citation. Ensuite, la plainte énumère différentes communications officielles et promesses de M. Bourla à propos des injections au moment de leur lancement. Et un peu plus loin, elle dit ceci, je cite à nouveau, Bourla savait cependant que Pfizer et d'autres fabricants de vaccins à Covid-19 n'avaient prêté aucune attention à la prévention de la transmission du supposé nouveau coronavirus lors du développement des vaccins entre guillemets. Bourla savait que le public mondial, et donc aussi les demandeurs à la procédure dont je vous parle, avaient sur ce point en partie créé par lui un grand malentendu dont l'importance ne saurait être surestimée. Toute la politique de Covid-19 dans le monde était basée sur l'idée que grâce à la vaccination, la transmission du prétendu virus pouvait être évitée, faisant de la vaccination, toujours entre guillemets, un moyen efficace de lutter contre la prétendue pandémie. Tout cela est un gros mensonge perpétré par Bourla et les autres accusés. Un peu plus loin, je cite toujours, Madame Small, suppléante de Bourla, tente de déguiser la véritable nature de cet aveu surprenant en déclarant que c'était en raison de la vitesse de la science qu'aucune recherche n'avait été menée sur la transmission. Comme il sera expliqué ci-dessous, la référence à la rapidité de la science faite à maintes reprises par Bourla et par les autres prévenus est fausse et un gros mensonge. Cette référence n'avait aucun sens car en réalité les injections de Covid-19 avaient été développées avant la prétendue pandémie. Les demandeurs étayeront davantage cette affirmation plus loin dans l'assignation. Je cite toujours, le modus operandi extrêmement méchant de Bourla pour retenir des informations cruciales sur le contenu et la fonction de son injection, donc comme Irnati BNT 162B2, les injections d'ARN messager, s'applique également à la présence d'oxyde de graphène dans chaque injection d'ARN messager, que ce soit de Pfizer ou de Moderna. Fin de citation. La plainte détaille ensuite le raisonnement en vertu duquel les demandeurs estiment que ces substances, donc l'oxyde de graphène, sont bien présentes dans les produits et renvoie à nouveau à des documents téléchargeables avant de conclure, je cite à nouveau, au vu de ce qui précède, l'oxyde de graphène peut être qualifié de composant principal du vaccin entre guillemets Pfizer Covid-19. Il va sans dire que le redoutable oxyde de graphène, qui est hautement toxique pour l'homme, n'aurait pas dû faire partie du vaccin et personne qui l'aurait su, je vous traduis autant que possible, n'aurait été prêt à utiliser ce poison pour se faire injecter. Fin de citation. Alors je passe les défendeurs suivants parce qu'il y en a vraiment beaucoup, la plainte est vraiment très très longue et on en arrive à Bill. Alors on retrace son parcours, la plainte retrace son parcours de la création de Microsoft jusqu'à ses ONG, la pénétration dans les instances internationales, Gavi et OMS en tête. Il est question de toutes ses prédictions
sur les futures épidémies, sur les simulations organisées, notamment l'Event 201 en octobre 2019. Il est question aussi de brevets déjà déposés en 2015 et en fait on retrouve là la substance de toutes les explications qui sont données notamment par l'américain David Martin depuis 3 ans environ. La plainte revient sur les liens entre Moderna et le NIAID de Anthony Fauci et sur l'importance que les déclarations de Bill Gates ont pu avoir dans la population alors qu'il clamait haut et fort que les injections seraient nécessairement sûres et efficaces avant même qu'elles soient disponibles. La plainte indique ensuite, c'est le paragraphe 224, je cite: « Il est impossible que Gates, qui avait tout l'intérêt et toutes les ressources, n'ait pas su que lors des essais cliniques de Pfizer de novembre-décembre 2020, des sujets étaient décédés et des sujets avaient subi des blessures physiques irréversibles. De plus, il est établi que Gates savait qu'un élément important du développement des vaccins ARN messagers Covid-19 était l'utilisation du très dangereux oxyde de graphène tel que décrit par Bourla. Il ne fait aucun doute, alors c'est pas décrit par Bourla, c'est décrit dans le paragraphe qui concernait Bourla. Il ne fait aucun doute que Gates a délibérément violé la santé. » Donc la santé évidemment des plaignants qui introduisent l'action. Fin de citation. Alors, toujours sur Bill Gates, un peu plus bas, il est question également d'un sujet dont on a moins parlé, à savoir son investissement dans la société Heineken, donc la brasserie, qui est elle-même partenaire du World Economic Forum, puisque le monde est tout petit, on le sait. Or, cette société a joué un rôle par le biais de slogans publicitaires soutenant notamment le slogan « La nuit appartient aux vaccinés » et donc sous-entendant que seuls les vaccinés pourraient désormais vivre normalement et faire la fête. Ces slogans sont aussi produits sous forme de capture d'écran dans les pièges du dossier, toujours téléchargeables. Il est ensuite question de l'État néerlandais lui-même, qui aurait, selon les auteurs de la plainte, méconnu son obligation d'enquêter dès qu'elle a eu connaissance d'un crime, et ce, alors que, je cite, « de nombreux citoyens néerlandais, bienveillants et bien informés, ont exprimé leurs sérieuses objections et préoccupations aux autorités néerlandaises, mais que rien n'a été fait par la suite à ce sujet. » Fin de citation. La plainte ajoute ensuite, et c'est assez audacieux en droit, mais pourquoi pas, que l'État a, je cite, publiquement menacé de mort à la télévision nationale les personnes qui ne voulaient pas se faire injecter le vaccin Covid. À cette fin, l'État a commandé 2 messages vidéo horribles par l'intermédiaire de ce radiodiffuseur public et les a diffusés via la chaîne d'information télévisée Postbus 51 du gouvernement central. Dans ces vidéos, le message clair est donné que les personnes sans injection de Covid-19 doivent être assassinées sans pitié. Pour preuve, 2 captures d'écran de vidéos d'octobre 2021. Le message de l'État contenu ici est abject et infâme. Fin de citation. Alors j'ai regardé les 2 clips, en effet, ils n'y vont pas de main morte. Et bon, ça va un peu dans le même sens que la répression policière qu'on a vue aux Pays-Bas depuis 2 ans, qui était aussi pour le moins énergique. Alors je reprends. La plainte détaille ensuite les fondements légaux internes, essentiellement le code pénal et le code de procédure pénale, rassemblés dans différentes incriminations pénales, notamment l'attentat entrepris dans l'intention de placer tout ou partie du royaume sous domination étrangère ou d'en faire sécession d'une partie. Fin de citation. À cela s'ajoutent bien sûr différentes atteintes à la santé des plaignants. Il est aussi question de génocide. L'affaire est lancée devant le tribunal de district des Pays-Bas du Nord à Leeuwarden. Elle est suivie d'une série de liens, donc l'assignation est suivie d'une série de liens qui ont été cités dans la plainte et les pièces référencées donc sont toutes téléchargeables à partir des paragraphes auxquels elles se réfèrent. Alors très beau travail de l'avocat, maître Van Kessel, dont le nom figure tout au début du document mis en ligne. Je rappelle donc que tout ce que je vous ai lu n'est pas un jugement ou un arrêt, donc écoutez-moi bien et lisez bien avant de diffuser partout en disant regardez ils ont été condamnés, on n'en est pas encore là mais ça arrivera peut-être. Mais le texte de l'assignation, c'est donc bien le texte de l'assignation qui lance la procédure. Mais le travail est vraiment magistral. Et il fallait donc que nous en parlions puisque cette procédure est très complète, que le travail réalisé par le cabinet de cet avocat est remarquable. Voilà, ça me fait un peu penser aux excellentes plaintes de maître Virginie Desarrojo-Recchia dont je vous ai parlé déjà, qui était aussi très longue et avec énormément de pièces justificatives en annexe. On est vraiment dans le même registre dans la qualité du travail, c'est vraiment super. Voilà, alors pour terminer, je vais me permettre de lire un petit message que j'ai diffusé ce matin, ou ce midi, je ne sais plus, sur mon canal Telegram Maître X officiel. Pour une fois, donc je vais m'auto-citer, ça n'arrivera pas souvent, je vous le promets. J'écrivais ceci. Petit message pour ceux et celles qui reprennent mes posts intégralement pour les publier en leur nom, ici ou sur VK. Si vous aviez la gentillesse d'indiquer la source en précisant le lien de ce canal, donc je le redonne, canal de Maître X officiel, cela permettra à ceux qui ne connaissent pas encore ce canal et les centaines d'heures déjà passées à vous informer depuis 3 ans de découvrir aussi mes capsules juridiques.
Une fois encore, je n'ai rien à y gagner. Le temps que j'y passe sera identique. Je ne fais pas tout cela pour me faire connaître, puisque si c'était le cas, je dévoilerais mon identité. Et à vrai dire, je n'en ai même pas besoin dans le secteur très très spécifique dans lequel j'interviens en général. Je ne demande jamais de dons ou de participation quelconque, et tout ce travail ne fait que désorganiser considérablement mon cabinet, alors que, comme chaque indépendant, je suis assommé de charges. Mais vous aiderez ainsi d'autres personnes à ouvrir les yeux sur certaines réalités et sur certaines victoires juridiques. Je compte donc sur votre fair-play et votre honnêteté, ceci rendra le monde d'après nettement plus agréable aussi. Et pour tous ceux qui au contraire jouent le jeu honnêtement, merci à vous. N'hésitez pas à compenser l'effet pervers des pratiques de certains en diffusant partout où vous le pouvez le lien vers mes capsules et ou vers le canal Telegram. Certains qui sont en train de se réveiller ont besoin de soutien et ce que je peux leur expliquer permettra peut-être de consolider leurs nouvelles connaissances sur certains sujets. Fin d'autocitation. Si on m'avait dit qu'un jour je m'autociterais. Voilà, donc s'il vous plaît, quand vous relayez mes posts, ceux de mes différents canaux et surtout ceux du canal Maître X sur Telegram, mettez la source, ça coûte rien, c'est sympa et ça permet à certains de revenir vers les capsules qui vous plaisent apparemment puisque vous m'écoutez au moins jusqu'au bout de celle-ci. Voilà, allez, tenez bon, à très bientôt, au revoir.